Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Soyez encore une fois les bienvenus dans votre émission YouStalk consacrée aux élections législatives et régionales au Togo. Comme nous le savons tous, les citoyens togolais seront appelés ce 29 avril aux urnes pour choisir d'une part des conseils régionaux et d'autre part les députés. Pour ce faire, nous allons plonger au cœur des enjeux principaux du processus électoral qui façonnera la vie de notre pays dans les 6 années à venir. Et pour en discuter ce soir, je serai accompagné d'un juriste consultant, M. Tanyami Essozinam, directeur exécutif adjoint de la clinique expertise juridique et sociale. M. Tanyami, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Tanyami, dites-nous, nous sommes dans un moment très crucial et on attend par-ci des élections législatives et des élections régionales par là. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner un aperçu général de l'importance et de l'impact attendu des processus électoraux des prochaines élections législatives et régionales au Togo? Oui, déjà, quand on parle d'une élection, c'est quelque chose de très important à soi parce que les élections permettent de renouveler l'élite politique dans un État. Donc, ce sont des mécaniques qui permettent de renouveler les dirigeants dans un État selon un processus bien donné. Là, nous sommes dans des élections couplées. On parle d'élections législatives et régionales. Donc, c'est deux élections qui seront jumelées. Et l'importance de ces élections, on peut les situer à plusieurs niveaux. Et on peut d'ailleurs même contextualiser les choses. D'abord, concernant les élections législatives, nous savons que le mandat des parlementaires actuellement au Parlement est expiré, donc il faut changer les députés, la représentation nationale. Donc, l'importance de ces élections, c'est de procéder à ce renouvellement des représentants du peuple au niveau du Parlement. Nous avons également les élections régionales. Vous savez, notre constitution consacre un Parlement bicaméral. Et quand on parle de Parlement bicaméral, c'est que le Parlement est composé de 2 chambres. Les députés font partie d'une chambre qu'on appelle l'Assemblée nationale. La seconde chambre qui n'a pas encore connu d'effectivité, c'est le Sénat. Et l'un des éléments qui va permettre d'instituer le Sénat, c'est justement les élections régionales, puisque selon les termes de la Constitution, les 2/3 de la composition de cette chambre, c'est-à-dire du Sénat, proviendront des collectivités territoriales. Je veux parler des communes et puis des régions. Donc vous voyez que sans élection régionale, il n'y aura pas de Sénat en principe. Donc l'important c'est ça. Maintenant on peut aller également, je parlais du contexte. Actuellement nous sommes dans le contexte de changement de constitution. Et les élections législatives, si nos constitutions venaient à être promulguées, va permettre en même temps d'appliquer la nouvelle constitution, puisque ces constitutions-là consacrent le changement d'un régime politique. Et dans ce régime, le rôle du Parlement est très important. Donc, en renouvelant le Parlement, les parlementaires qui vont accéder au Parlement vont commencer en même temps par appliquer la nouvelle constitution. Autrement dit, le gouvernement qui va sera formé, sera issu en fait de la majorité qui sera issue des prochaines élections législatives. Donc cette majorité pourra être acquise par un seul parti ou une coalition de partis. On verra. En tout cas, tels sont ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut dire actuellement sur l'importance de ces élections. Je crois que dans le cadre de l'émission, s'il y a d'autres éléments, nous n'hésiterons pas à les convoquer encore pour les expliquer. Merci, Monsieur Tanyami, pour vos éclaircissements. D'après tout ce que vous venez de dire, quelles leçons peuvent être tirées des élections précédentes au Togo en termes de processus électoral et de démocratie en général? Oui, les élections précédentes au Togo, on peut les situer à plusieurs niveaux.
quand nous prenons à partir de 2005, justement parce que en 2005, l'actuel président est arrivé au pouvoir. Quand nous prenons les élections présidentielles, nous savons que ces élections-là ont été émaillées de beaucoup d'événements qui n'ont pas égayé les Togolais, parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie. Ce n'est pas une particularité togolaise. Généralement, les élections en Afrique noire, francophone surtout, sont émaillées par des violences, surtout lorsqu'il s'agit d'élections présidentielles. Mais il faut aussi saluer, s'il faut parler des élections précédentes, des efforts qui ont été faits pour que les élections qui vont sur les élections présidentielles de 2005 ne soient pas trop jonchées de violence. Quand nous prenons les élections législatives de 2007, voilà une élection qui a été appréciée pour son caractère pacifique et puis bon, son caractère, j'allais dire, transparent. Voilà, et puis nous avons connu d'autres types d'élections qui n'ont pas suscité l'adhésion. Quand nous prenons la récente élection législative, elle n'a pas suscité l'adhésion en ce sens qu'une partie de la classe politique a dénoncé un certain nombre d'irrégularités et a boycotté les élections. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que nous allons encore organiser de nouvelles élections. Nous allons souhaiter, nous sommes déjà en campagne électorale, nous allons souhaiter que les choses se passent dans la paix et surtout qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de mort, comme c'est souvent le cas dans les processus électoraux. Alors, monsieur, est-ce que ces élections sont-elles des gages pour une démocratie? Oui, bon, quand on parle de la démocratie, nous parlons généralement de la démocratie dans sa forme électorale. La démocratie regorge beaucoup d'aspects, en fait. La démocratie regorge beaucoup d'aspects. Maintenant, si nous voulons, la démocratie implique justement de donner la parole au peuple, comme le définissait quelqu'un, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, pour que cela soit réel et que le gouvernement puisse appartenir au peuple, il est important d'avoir un mécanisme qui permet justement au peuple, à défaut de gouverner directement, de désigner ceux qui vont gouverner à sa place. Et les élections constituent les mécanismes les plus appropriés pour permettre au peuple de désigner leur gouvernement. Donc, dans le cas d'une démocratie, on peut dire que l'élection est une donnée très importante pour donner la parole de gouvernance au peuple. Merci. Merci beaucoup pour vos apports. Alors, je m'en vais vous demander encore, à quoi servira les élections régionales qui sont toute une première au Togo? Oui, les élections régionales, à quoi serviront-elles? Je crois que dans les propos introductifs, j'avais commencé par ébaucher certaines idées. Déjà, je disais que c'est quelque chose d'important pour pouvoir arriver à l'institution du Sénat, c'est-à-dire la seconde chambre au niveau du Parlement. Le Parlement, disais-je, est bicaméral. Actuellement, nous n'avons qu'une chambre. Donc, pour en arriver à l'effectivité de l'autre, il faut passer par les élections régionales. Donc, les élections régionales que nous nous apprêtons à connaître serviront à cela. Mais ça contribue également à consolider le processus de décentralisation dans lequel le Togo s'est engagé. Depuis, nous avons eu la loi de 2007 qui a été révisée, mais en plus, nous avons ensuite eu les élections municipales elles-mêmes qui ont permis d'élire des conseils municipaux. Et puis, nous avons actuellement des mairies qui sont en train de faire leur première expérience. Donc, c'est eu un premier niveau de décentralisation. Selon nos tests, nous devons en arriver également à la régionalisation qui constitue un autre processus de décentralisation. Donc, les élections régionales là, permettront d'élire les conseillers régionaux. Donc, pour consolider la décentralisation telle que nous les avons envisagées dans nos réformes, aussi bien constitutionnelles que législatives. Et cette décentralisation, c'est assurer quoi? Une gouvernance de proximité, permettre aux populations locales de s'auto-gouverner. Et pour les régionales, c'est à une autre échelle. Donc, les communales, c'est au niveau communal et puis au niveau régional, permettre également aux régions de s'auto-gouverner.
Pour aller dans le même sens avec vous, permettez-moi de vous demander quel est le mandat de ces conseillers régionaux qui seront élus. Quel est leur rôle principal? Oui, en termes de mandat ou camp, déjà le camp c'est par rapport à l'élection, les élections c'est pour bientôt, ils seront élus. Quand ils seront élus, les conseillers municipaux vont désigner entre eux le président du conseil régional. Et puis en termes de mandat, et quand nous considérons la loi sur la décentralisation, nous nous rendrons compte qu'il y a plusieurs types de, trois types de compétences exercées par les régions. Il y a des compétences qui sont propres à elles et puis il y a des compétences qui sont transférées par l'État et puis il y a des compétences que les régions partagent avec l'État. Les compétences propres, ce sont des compétences dont les régions jouissent dans le domaine dans lequel elles interviennent elles-mêmes directement. Les compétences transférées, ce sont des compétences en réalité qui sont reconnues à l'État, mais qui sont transférées par l'État vers les régions. En fait, ce transfert de compétences a pour vocation à renforcer le domaine des compétences propres des régions. Et puis, il y a les compétences partagées, c'est les domaines sur lesquels l'État agit et les régions complètent également ce que l'État agit. Fondamentalement, les régions vont travailler sur les questions d'aménagement du territoire, les questions de développement économique, la construction, l'entretien des lycées. Donc, ils vont essayer d'améliorer ce que nous avons déjà. Et si les régions fonctionnent bien, on pourra espérer que certains problèmes que nous connaissons aujourd'hui, même du côté de la jeunesse, quand on parle de l'employabilité et autres, si les régions fonctionnent bien, on pourra souhaiter à terme que les choses puissent s'améliorer. Monsieur, quels sont les enjeux principaux de ces élections alors? Les enjeux sont énormes. On peut les situer d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Et voilà, vous voyez, je parlais tout de suite du développement économique et je parlais de la question de l'employabilité. Ce n'est pas, comme on le dit, ce n'est pas rien en fait, notamment pour le jeune et dans le contexte que nous connaissons, un contexte caractérisé par un taux de chômage assez élevé où les jeunes n'ont pas d'emploi et puis il y a des questions entrepreneuriales qui sont beaucoup en souffrance. L'État a fait beaucoup d'efforts pour accompagner. Il y a eu beaucoup de projets de réduction de pauvreté, il y a beaucoup de projets qui ont été financés. Mais malgré ces efforts, la pression est encore forte en ce qui concerne la jeunesse. Vous voyez, nous avons eu un recensement général tout récemment qui indique que les jeunes constituent la grande proportion de la population et le niveau d'employabilité est bas. Donc c'est une forte pression sur la gouvernance au niveau du pays. Donc en termes d'enjeux, les régions, si elles fonctionnent bien, vont permettre de résorber un certain nombre de problèmes au niveau social. Au niveau politique, nous ne cesserons de le dire, l'enjeu d'aller au niveau du Sénat, ce n'est pas d'une moindre importance. Si il faut parler de la nouvelle constitution, même si elle n'est pas encore promulguée, elle a été adoptée, elle n'est pas promulguée. Vous voyez que je ne sais pas si les dispositions de celles qui ont circulé sur les réseaux ont été reconduites dans la version qui a été adoptée, mais il a été dit que le président de la République sera élu en congrès, le congrès désignant les deux chambres du Parlement réunies. Cela voudra dire que les participants aux élections régionales qui vont avoir la chance de se retrouver au niveau du Sénat vont avoir le privilège de participer donc à l'élection du président de la République. Donc les sénateurs également vont contribuer ou vont participer à la vie législative du pays, entre autres. Donc ce n'est pas rien, c'est quelque chose de très très important. Monsieur, et permettez-moi de vous demander quel sera le mandat des députés qui seront élus? Oui, bon, pour les régionales, c'est une nouveauté, mais pour les députés, ce n'est pas une nouveauté. Nous avons toujours, depuis notre indépendance, eu un Parlement.
Et la seule différence, c'est que tout récemment, leur nombre a été augmenté, donc la loi organique ayant été modifiée. Mais ça ne change en rien le mandat des députés. Le mandat du député au niveau du Parlement, c'est de produire les lois et puis de participer au contrôle de l'action gouvernementale. Et ce sera encore plus renforcé dans le cadre du nouveau régime qui est proposé si la nouvelle constitution venait à être adoptée, puisque le rôle du Parlement dans un tel régime, c'est non seulement de former le gouvernement à travers la majorité, mais également de contrôler l'action gouvernementale et au besoin de censurer, même si dans la pratique des régimes parlementaires, cette censure-là n'est pas très évidente, puisqu'il y aura une complicité entre la majorité parlementaire et puis le gouvernement, qui vont préférer régler leurs problèmes dans leur parti que de venir utiliser les mécanismes institutionnels. Mais en gros, le rôle du parlementaire, du député, fondamentalement, c'est de produire les lois, puisque le Parlement, c'est de voter les lois, produire les lois et puis contrôler l'action gouvernementale. Merci encore une fois pour vos éclaircissements. Je m'en vais maintenant vous demander quel est le système électoral utilisé pour ces élections. Oui, le mode de scrutin que pour lequel nous avons opté, c'est le scrutin proportionnel. Enfin, il faut rappeler qu'en termes de mode de scrutin, il y en a fondamentalement deux grands modes de scrutin, le scrutin majoritaire et puis le scrutin proportionnel, qui présentent en leur sein également des modalités. Donc parce qu'on peut avoir le scrutin majoritaire à un tour, le scrutin majoritaire à 2 tours, et puis il y a les scrutins de liste et puis les scrutins uninominaux. Mais comme je le disais, nous avons opté pour un scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel, c'est un scrutin qui permet de répartir les sièges entre les candidats en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats. Bon, nous sommes dans un scrutin de liste dont on dira la répartition des sièges entre les listes en fonction du nombre de voix qu'elles ont obtenues. Ça, c'est ça le scrutin proportionnel. La différence avec le scrutin majoritaire, c'est qu'il n'y a pas de répartition de voix. Dans le scrutin majoritaire, la liste de candidats qui obtient la majorité des voix remporte le nombre de sièges à pouvoir dans la circonscription électorale. Bon, vous voyez ici, plutôt que de donner l'ensemble des voix ou des sièges à pouvoir dans la circonscription électorale à la liste de candidats qui a obtenu la majorité des voix, on va répartir le nombre de sièges à pouvoir entre les candidats en fonction du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Donc bon, c'est un système électoral qui permet de dispatcher les sièges entre les candidats dans les circonscriptions électorales et qui favorise la représentation de deux petits partis. Merci, Monsieur Tanyami. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause pour aller à la découverte de notre chronique Mes droits en 3 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la chronique juridique Mes droits en 3 minutes. Dans ce nouveau numéro, il sera question du droit au vote. Le droit au vote est un acte par lequel une personne exprime son choix sur une question ou un candidat lors d'une élection ou d'un référendum. Dans de nombreuses démocraties, le droit au vote est considéré comme un droit fondamental, universel et garanti par la loi. C'est en quelque sorte l'élément central de la démocratie qui garantit la participation citoyenne et l'expression des volontés de la population lors du processus décisionnel. Bien que ce droit soit généralement attribué aux citoyens adultes, il peut y avoir des conditions ou des restrictions telles que l'inscription sur la liste électorale, la citoyenneté, l'âge minimum et parfois des dispositions spéciales prévues pour des personnes sous tutelle ou en prison. Au Togo, le droit au vote est principalement défini par la Constitution de 1992 en son article 5 et par le Code électoral du 7 février 2007 en son article 51. Selon ces articles, le corps électoral se compose de tous citoyens togolais âgés de 18 ans accomplis, disposant de leurs droits civils et politiques et n'étant inscrits dans aucun cas de capacité prévu par la loi. Le vote est un pilier de la démocratie
car il permet aux citoyens de participer au processus décisionnel et d'influencer la gouvernance du pays. Ainsi, nous avons le droit de voter pour faire entendre notre voix, assumer nos responsabilités civiques, influencer le processus décisionnel, défendre nos droits et libertés et surtout faire changer les choses. Voter offre la possibilité de faire changer les choses. Ainsi, nous contribuons à faire avancer des causes qui nous tiennent à cœur. En résumé, avoir le droit de voter, c'est promouvoir la démocratie, influencer le processus décisionnel, défendre nos droits et libertés et faire avancer notre communauté et notre pays. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, et à bientôt pour un nouveau numéro. Merci. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-nous donner des avantages ou des inconvénients pour lesquels on peut coupler deux élections en une? Oui, déjà en termes d'avantages, vous savez, les élections, ça coûte. Du coup, l'un des arguments que peuvent avancer les gouvernants en couplant les élections, c'est déjà les avantages financiers. Donc plutôt que d'utiliser des moyens financiers séparément pour des élections différemment, les élections coûtent beaucoup. Bon, en les unissant ou en les jumelant, bon, cela va entraîner une diminution des coûts des élections. Et puis, les inconvénients, vous savez, lorsque vous couplez deux élections comme ça, surtout les élections régionales et puis les élections municipales, ça peut ne pas avantager les petits partis parce qu'il faut avoir de la ressource humaine pour avoir les présenter déjà au niveau des élections régionales et puis au niveau des élections législatives. Pour les grands partis, ça peut ne pas poser de problème parce que ce sont des partis enracinés qui ont assez de ressources humaines et qui peuvent les positionner. Pour les petits partis, ce n'est pas vraiment évident. Donc cela peut fausser le jeu de la représentativité, notamment du côté des petits partis. Donc cela peut jouer sur la représentativité au niveau du Parlement ou alors au niveau des régions. D'après vos apports sur question d'avantages et d'inconvénients, quels sont alors les prérequis d'une élection libre et transparente? Oh, les prérequis d'une élection libre et transparente. Voilà une grande question. Une grande question. Parce que pour pouvoir avoir déjà des élections libres et transparentes, cela implique beaucoup de choses. Il faut déjà que soit bien consacrée la notion de pluralisme politique. Il faut qu'il y ait des partis politiques, des différents courants qui ont une liberté d'expression, une liberté d'opinion. C'est ce qui va permettre que les gens puissent challenger au cours des élections, puisque lors des élections, les partis sont en concurrence, sont en compétition électorale. Donc quand il n'y a pas cette liberté-là, vous voyez que le jeu électoral est faussé. Il y a également le principe d'égalité qui permet d'avoir des scrutins transparents. Vous voyez, si au cours des élections, les mêmes droits ne sont pas reconnus aux candidats qui sont en compétition, les élections ne seront pas du tout, d'abord ne seront pas libres, ne seront pas transparents, puisqu'on aura tendance à favoriser les candidats du parti au pouvoir. Souvent, c'est par rapport à ça qu'on parle. Les candidats du parti au pouvoir, comme les candidats qui viennent les challenger, doivent être traités de la même manière. Comme en termes de financement de campagne, il faut que les plafonds
en termes de financement soit respecté. Il faut que le temps de parole, par exemple, sur les médias soit les mêmes. Et dans l'accès aux espaces publics, il ne faut pas qu'il y ait des discriminations. Par exemple, lorsque on va dans une localité, on va accorder le privilège à certains candidats et refuser des meetings à d'autres candidats. Le principe d'égalité est rompu et cela fausse la transparence des élections. Le jour des élections, il ne faut pas qu'on empêche certains citoyens d'aller voter parce qu'on les soupçonne d'appartenir à tel candidat ou à tel. Donc il faut qu'il y ait une égalité dans l'expression des suffrages au niveau de tous les citoyens ici. Et puis il y a d'autres éléments qui participent à la clarté et évitent que les élections ne soient vraiment compromises. Les questions de fraude électorale, il faut les minimiser au maximum. Il faut éviter que les gens ne soient achetés parce que on peut facilement donner de l'argent aux gens pour orienter leur vote. Tout ça là facilite la compromission des processus électoraux. Donc pourquoi pour qu'un processus soit vraiment libre et transparent, vous voyez, il faut qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir éviter ces éléments que nous venons de mentionner. Maintenant, ces mécanismes-là ne doivent pas seulement être des mécanismes au niveau de la loi normative, il faut aussi des institutions fortes pour pouvoir encadrer tout cela. C'est en cela qu'il y a des juges de l'élection pour pouvoir contrôler un certain nombre de choses. Nous avons aussi des commissions qui s'occupent des questions d'élection pour éviter que ces choses n'arrivent. Parce que quand ces choses arrivent et puis il n'y a pas de mécanisme institutionnel pour les résorber, on a recours à la violence. C'est-à-dire que chacun veut se faire justice et puis cela crée une violence généralisée. Donc il faut des mécanismes pour éviter qu'on en arrive là. Maintenant par rapport à la loi, il faut la légalité. C'est vrai, le juge est là pour contrôler cela, mais déjà il faut que les acteurs fassent tout pour respecter la loi. Nous avons parlé tout de suite du scrutin. Nous avons dit que la loi prévoit le scrutin proportionnel. Il ne faut pas que, parce que quelqu'un après se rend compte que, parce qu'il s'est rendu compte que le scrutin proportionnel ne va pas l'arranger, essaie de changer les choses rapidement pour faire les choses selon le scrutin majoritaire parce qu'il se rend compte que ici le scrutin majoritaire, là on aura rompu le principe de l'égalité et puis cela ne va à l'avantage de personne. Donc pour qu'il y ait un processus libre, équitable, transparent, il faut toutes ces choses, il faut des garanties, il faut des normes justes, il faut également des institutions crédibles qui font correctement leur travail pour que la transparence et l'égalité et la liberté du scrutin soient assurées. Merci encore une fois, monsieur. Je m'en vais vous poser ma toute dernière question. Quel est le niveau de participation politique des jeunes et des femmes dans ces élections et quels sont les obstacles à leur pleine participation? Waouh! Répondre à cette question suppose d'avoir un certain nombre de données et en plus il faut aussi attendre les élections, que les élections soient effectives pour essayer de voir parmi le nombre de personnes inscrites, il y a eu combien de personnes qui sont allées effectivement voter. Parmi ces personnes qui sont allées voter, quel est le taux de participation de la jeunesse? Toujours est-il que, comme nous le disions tantôt, nous avions eu un recensement qui dit que la grande partie de la population togolaise, elle est jeune. Mais je pourrais quand même convoquer ici une étude réalisée en 2021 par, en tout cas l'étude avait été commanditée par la Konrad Adenauer Stiftung, c'est-à-dire la fondation Konrad Adenauer. Selon les résultats de cette étude, 20% parmi la jeunesse sont désintéressés par la chose politique et avaient déjà exprimé l'idée qu'ils n'iraient pas voter lors des élections à venir, y compris, c'est-à-dire que les élections par exemple que nous sommes en train d'organiser. Les études avaient porté sur le Togo, le Bénin, mais aussi sur la côte d'Ivoire. Donc les jeunes sont désintéressés par rapport aux questions politiques, donc ils avaient exprimé qu'ils n'iraient pas voter.
Espérons que les études soient démenties par les résultats des prochaines élections et que les jeunes aillent suffisamment voter, puisque dans les enjeux de ces élections, vous voyez, nous avons parlé des profits pour la jeunesse en termes d'employabilité. Or, il faut pouvoir choisir les personnes qui sont à même de conduire des politiques profitables pour que ce que nous sommes en train de dire puisse devenir une réalité. Parce que lorsque l'on élit des gens qui n'ont pas la compétence requise, bien évidemment, vous n'aurez rien. Il faut élire des gens qui ont assez de compétences pour travailler, pour pouvoir espérer avoir des choses concrètes. Donc les jeunes ont tout intérêt à aller voter. Écoutez surtout les programmes des candidats, les analyser et voir les programmes qui correspondent le mieux à leurs aspirations et voter ces programmes-là. Monsieur, j'ai posé des questions. Il se peut que vous n'avez pas répondu à ma dernière question. Quels sont les obstacles à leur pleine participation? Les obstacles à leur pleine participation. Bon, les obstacles, on peut les voir de plusieurs manières. Déjà, un certain nombre de frustrations peuvent expliquer ce que nous évoquions tantôt, le désintéressement des jeunes à aller voter. Donc, et puis il y a les questions de déception, parce que pour avoir voté aux élections passées et n'avoir pas expérimenté ou n'avoir pas eu les choses escomptées après ces élections, cela peut susciter du désintéressement. Et puis, dans nos pays également, il ne faut pas occulter certains aspects linguistiques, parce que tout le monde n'est pas alphabète. Il y a une grande partie de la population qui est analphabète. Et puis, en ce sens, il n'y a pas assez d'informations, le manque d'informations, les gens ne sont pas informés sur l'importance du vote, donc ils ne trouvent pas d'intérêt à aller voter. Personnellement, dans mes discussions avec certains jeunes, on a ressorti cela, les jeunes ne comprennent pas l'importance d'aller voter. Donc il y a cet aspect aussi, assez de carence dans l'éducation citoyenne. Je crois que nos partis politiques se sont plus concentrés à parler beaucoup des questions d'alternance politique et ont oublié un autre aspect qui peut facilement aussi contribuer à ces questions d'alternance politique, qui est la question de l'éducation citoyenne. Parce que tant que les jeunes ne connaîtront pas d'abord leurs droits, quels sont les enjeux, ne comprendront pas l'importance du vote, quels sont les enjeux, cela constituera bien évidemment un obstacle pour eux pour aller voter. Et quel que soit ce que vous direz en lien avec l'alternance politique, vous voyez, quand le jeune il a arrêté son idée, pour pouvoir le convaincre, il faut déjà jouer sur l'idée. Donc il faut travailler sur l'éducation citoyenne au niveau de la jeunesse. Il faut intéresser les jeunes aux questions politiques, aux questions de gouvernance publique. Et puis je crois que la République se portera mieux sur ces questions. Alors, mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Malheureusement, le temps qui nous était parti tire progressivement vers sa fin. Mais avant de finir, nous allons donner la parole à notre invité pour recueillir ses mots de fin. Mot de fin, c'est souhaiter la fin des mots pour ces élections, c'est-à-dire qu'après ces élections, les mots dont les Togolais ont assez souffert, il faut que ces mots arrivent à leur fin, notamment dans la perspective de la nouvelle constitution qui donnera le pouvoir aux députés à travers le gouvernement qu'ils vont former, d'avoir les règles, en tout cas le contrôle de la gouvernance du pays. Il faudrait qu'on travaille sur des éléments qui sont plus essentiels dans le pays, les questions de corruption, les questions de détournement de deniers publics, revenir sur les questions de santé publique et améliorer les choses, les questions d'éducation et améliorer les choses au niveau de l'éducation. C'est très très important. Il faut éduquer les peuples. Vous savez, il n'y a aucun pays qui se développe
sans des citoyens bien formés, sans des citoyens bien éduqués, sans des citoyens instruits et surtout des citoyens disciplinés. Sans cela, le pays n'ira nulle part. Donc, il faudra que les gouvernants qui seront issus des élections à venir puissent travailler sur ces questions de société qui sont des questions importantes pour placer nos pays dans une place importante dans ce qu'on appelle le concert des nations et dans ce monde en pleine mutation. Donc, en termes de mots de fin, c'est ça, hein, souhaiter la fin des mots au terme des élections prochaines. Merci. Les élections législatives et régionales au Togo vont marquer une étape importante dans la démocratie de notre pays. Sur ce, nous sommes tous invités ce 29 avril à aller voter. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous voici à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir dans notre prochaine émission. Bye bye.